Imaginons un instant un truc un peu fou. C'est un peu comme si, depuis la toute première seconde de notre existence, on nous avait vissé sur la tête un casque de réalité virtuelle. Mais genre, un casque absolument indétectable, ultra perfectionné, tu vois le genre? Ouais, le truc immersif total, impossible à différencier de la réalité. Exactement ça. Et ce casque, il est couplé à une combinaison qui est recouverte de capteurs haptiques, capables de reproduire à la perfection la moindre sensation de toucher. Donc on grandit, on évolue dans cet environnement, et on a la certitude absolue de serrer d'autres personnes dans nos bras, quoi. On est persuadé de sentir la chaleur d'une main sur notre épaule, ou je sais pas, le frisson d'une caresse. Voilà. On est intimement persuadé d'être entouré de présences réelles. Mais la vérité scientifique, celle qui est vraiment froide, brutale et indiscutable, c'est qu'à l'intérieur de cette fameuse combinaison, on ne ressent absolument rien d'autre que les vibrations synthétiques générées par notre propre équipement. C'est un sacré postulat de départ, ça. Ah mais totalement. Le contact physique avec l'autre, la chaleur de l'échange, tout ça n'est qu'une puissante illusion, une simulation générée en circuit fermé. Et ce vertige existentiel, cette impression que le sol se dérobe sous nos pieds, ce n'est pas le scénario d'un film de science-fiction dystopique. Non, en effet, c'est pas de la fiction. C'est très exactement le cœur de notre exploration d'aujourd'hui. On va plonger dans un texte fascinant qui relève à la fois de la psychologie des profondeurs et de l'ésotérisme. C'est un texte qui a été écrit par Serge Bassineau en avril 2026. Et le titre de ce texte annonce direct la couleur, hein. Ça s'intitule, et je cite, Nous avons toujours été seuls. Rien que le titre, ça donne des frissons, je trouve. Notre mission aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de comprendre cette idée vertigineuse. L'idée que l'être humain naît, vit et meurt fondamentalement seul, et que toutes nos interactions avec les autres ne seraient que des projections de notre propre monde intérieur. C'est une métaphore de départ qui saisit parfaitement l'essence du bouleversement cognitif auquel on va se confronter aujourd'hui. Parce que la prémisse de cette réflexion, elle a de quoi provoquer un véritable rejet épidermique. Tu m'étonnes. Moi, le premier, quand j'ai lu ça, j'ai eu envie d'y dire non, c'est faux. C'est d'ailleurs anticipé dans le texte, hein. Face à une telle affirmation, l'instinct premier, c'est de se cabrer. Et c'est tout à fait naturel, parce que ça vient percuter de plein fouet notre besoin le plus viscéral, le plus ancré dans notre évolution. Le besoin de connexion, c'est ça. Exactement, le besoin de lien. Quand on observe une rue bondée ou quand on entend un proche prononcer des mots d'amour, notre cerveau crie à l'évidence de la multitude. Il nous dit que cette idée de solitude absolue est une aberration totale. Mais le texte de Bassineau va plus loin que ça, non? Il ne parle pas juste de la présence physique. Non, le cadre conceptuel qu'on nous propose de disséquer va beaucoup, beaucoup plus loin. Le postulat est le suivant. Le fait que des corps biologiques gravitent autour d'une autre, que des ondes sonores porteuses d'affection viennent frapper nos tympans, ça reste irrémédiablement un phénomène extérieur. D'accord, donc ça reste de l'autre côté de la combinaison virtuelle, pour reprendre l'analogie. Voilà. L'idée centrale, c'est que nous ne faisons jamais que, je cite, prendre en nous une interprétation de ce qui se passe dehors. La présence de l'autre, au sens d'une véritable pénétration de son essence dans la nôtre, ça n'existe tout simplement pas. Bon, décortiquons un peu tout ça parce que c'est une remise en question monumentale de la façon dont on perçoit nos relations au quotidien. Si on suit cette logique jusqu'au bout, on est les seuls habitants de notre propre réalité virtuelle interne. C'est l'idée, oui. Mais alors, il y a un obstacle majeur qui se dresse immédiatement. Comment est-ce qu'on peut expliquer de manière rationnelle les émotions foudroyantes, les attachements profonds, et tout particulièrement l'amour, qu'on a la conviction inébranlable de recevoir de quelqu'un d'autre? C'est la grande question, ouais. Enfin, je veux dire, si absolument tout se passe à l'intérieur, comment on justifie cette sensation si puissante d'être inondé par un amour qui proviendrait de l'extérieur? Eh bien, c'est précisément là que la psychologie des profondeurs apporte un éclairage redoutable. Pour illustrer cette mécanique, Bacchino met en avant un cas de figure d'une banalité trompeuse. Lequel? Prenons la situation d'une femme mariée qui éprouve le besoin incessant de demander à son partenaire Chérie, est-ce que tu m'aimes ?» Ah oui, le grand classique. Et le mari répond oui, j'imagine. Il répond oui. Mais face à cette réponse positive, elle ressent le besoin de creuser encore. Et elle demande Mais est-ce que tu m'aimes vraiment ? Ouais, on a tous déjà entendu ou vécu ce genre de scène. Traditionnellement, on se dirait qu'il y a un problème de communication, non? Genre le partenaire est distant ou il exprime mal ses sentiments. Voilà, c'est la grille de lecture commune. Mais l'analyse psychologique du texte renverse complètement la perspective. La véritable raison derrière cette question lancinante, ce n'est pas l'absence d'amour chez le partenaire, C'est quoi alors? c'est tout simplement le fait que cette personne ne ressent pas l'amour à l'intérieur de sa propre conscience. C'est une défaillance de la production interne.
Attends, tu veux dire que le problème vient d'elle, de son propre système? C'est ça. La tragédie de cette dynamique, c'est que tant que sa capacité à générer ce sentiment de l'intérieur est bloquée ou asséchée, le partenaire extérieur pourrait multiplier les déclarations enflammées, les gestes grandioses, absolument rien n'y fera. C'est rude, comme constat. Ouais, les mots vont juste rebondir sur la surface. Le drame ne se joue pas dans l'espace entre les deux individus, il se joue exclusivement dans l'espace clos de celle qui pose la question. Je dois t'arrêter tout de suite parce que j'ai vraiment du mal à accepter ça d'emblée. C'est quand même une vision incroyablement clinique, presque froide, de ce qui fait de nous des êtres humains. Tu trouves pas? Je comprends tout à fait cette réaction, c'est très clinique, oui. Quand je prends un enfant dans mes bras, ou quand on partage un moment de deuil avec un ami et qu'on pleure ensemble, l'émotion partagée, elle est palpable, c'est réel. Tu vas tout de même pas me dire que l'amour ou la tristesse que je ressens dans ces moments-là, ce n'est qu'une simple soupe biochimique qui tourne en boucle dans mon crâne, Je sais que ça heurte le bon sens. et que ça n'aurait rien à voir avec ce que l'autre me transmet. Il doit bien y avoir une véritable porosité et un échange d'énergie ou d'empathie entre deux personnes, non? C'est une objection tout à fait valide et c'est justement la résistance naturelle que ce concept provoque chez tout le monde. Mais si l'on convoque la biologie pure et dure, la physiologie fondamentale de notre organisme, cette objection se heurte à un mur infranchissable. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que tu vas parler du système nerveux, j'imagine. Exactement. Examinons un instant l'architecture de notre système nerveux. Ce système nerveux n'est pas du tout conçu comme un champ magnétique ou des antennes qui s'étendraient au-delà de notre épiderme pour fusionner avec le système nerveux d'autrui. Ouais, on n'a pas de câble USB qui sortent de la peau. C'est ça, il est scellé, de bout en bout. Il est barricadé sous notre peau, tapis à l'intérieur de la boîte crânienne et protégé par la colonne vertébrale. C'est un circuit neurologique strictement fermé sur lui-même, plongé dans l'obscurité totale. D'accord, le hardware est interne. Mais concrètement, que se passe-t-il lors de cette étreinte avec un enfant dont je parlais tout à l'heure? Eh bien, l'enfant agit simplement comme un stimulus, un déclencheur massif. La pression sur ta peau, la chaleur corporelle, l'odeur, tout ça déclenche des signaux électriques qui voyagent le long de tes nerfs jusqu'au cerveau. Ok, des signaux électriques. Mais l'émotion de tendresse en elle-même, cette chaleur au cœur que l'on perçoit consciemment, c'est le cerveau qui la synthétise de toutes pièces, à l'intérieur. Aucune particule d'amour n'a voyagé dans l'air entre l'enfant et l'adulte. C'est vrai que d'un point de vue purement scientifique, c'est une impossibilité physiologique. Absolument. Nous sommes capables de générer un extraordinaire simulacre de fusion à travers l'empathie. Mais cette empathie n'est jamais que notre propre système nerveux qui modélise, avec ses propres outils, ce qu'il suppose que l'autre ressent. La vache. Donc la conclusion, elle est implacable, c'est qu'on ne peut ressentir que ce qui se fabrique en nous. C'est la synthèse parfaite. L'âme, ou l'être intime, est le filtre suprême. Mais alors, si on valide cette prémisse biologique, ça signifie que l'autre n'est finalement qu'un interrupteur qui vient allumer une lumière dans notre propre maison. C'est une belle image, l'interrupteur. Merci. Mais du coup, ça pose une question fondamentale sur la nature de cette fameuse lumière. Si tout ce qui vient de l'extérieur n'est qu'un signal neutre, juste un courant électrique, comment s'opère la transformation? C'est-à-dire ? Qu'est-ce qui décide qu'un certain signal va déclencher de la joie et qu'un autre signal, qui pourrait paraître identique à un observateur extérieur, va déclencher une angoisse terrible? Comment fonctionne cette machinerie de traduction interne? Ce qui est fascinant ici, c'est que Bakshino propose une analogie absolument brillante pour expliquer cette machinerie et il emprunte au vocabulaire de la viticulture. Ah, j'aime bien ça. On va parler de vin. On va parler de vin. Prenons le vin que l'on verse dans un verre lors d'un bon repas. Il est évident pour tout le monde que ce liquide est le fruit de la vigne. Bien sûr. Mais d'un point de vue strict, ce n'est absolument plus le jus original du raisin. Entre le moment où le fruit a été pressé et le moment où le vin est dégusté, il s'est produit un processus extrêmement complexe. La fermentation, tout ça. Voilà, le liquide a fermenté, il a interagi avec des levures, il a reposé dans des fûts de chêne qui lui ont donné son amertume ou ses arômes, et surtout, il est passé par de multiples filtres d'épuration. Et donc, quel est le lien avec notre cerveau? L'idée avancée ici, c'est que notre appareil mental et émotionnel opère très exactement de la même manière. La réalité brute, c'est le jus de raisin, frais. Mais au moment où l'information atteint notre conscience claire, elle passe au crible de nos propres filtres. Nos mémoires enfouies, nos traumatismes, ce genre de choses. Exactement. Nos traumatismes d'enfance, notre éducation, nos croyances.
Ce que l'on finit par ressentir, ce n'est jamais l'événement tel qu'il s'est déroulé objectivement. C'est un, disons, vin émotionnel extrêmement spécifique, un millésime unique qui n'appartient qu'à notre propre histoire intime. C'est terrifiant quand on y réfléchit sérieusement. Ah bon? Pourquoi? Ça veut dire qu'on n'a jamais accès à la réalité objective. Pour utiliser une métaphore très actuelle, c'est l'équivalent psychologique de ce que font les algorithmes sur les réseaux sociaux, en fait. C'est une excellente comparaison. Tu vois, on sait très bien comment fonctionne le piège d'une plateforme vidéo. L'algorithme observe ce qui retient notre attention. Si on clique sur une vidéo qui nous met en colère ou qui valide nos peurs, il va s'en nourrir. Et il va nous enfermer là-dedans. C'est ça. Très vite, il ne va plus nous proposer que du contenu qui renforce cette vision du monde, en filtrant impitoyablement tout le reste. On se retrouve enfermé dans une bulle de confirmation, persuadé que le monde entier ressemble à notre fil d'actualité. Et c'est exactement ce que font nos filtres internes. Oui. Ce qu'on découvre ici, c'est que bien avant l'invention d'Internet, notre propre cerveau agissait déjà comme le tout premier algorithme de l'histoire. Il tord la réalité extérieure, il la filtre pour s'assurer qu'elle rentre parfaitement dans les cases de nos schémas préexistants. L'analogie de la bulle algorithmique est redoutable de précision. Ce filtrage permanent a une conséquence majeure. Il nous coupe de ce que l'auteur appelle l'actualité planétaire. L'actualité planétaire, c'est-à-dire le présent pur. C'est ça, le présent vierge de toute interprétation. Au lieu d'appréhender une nouvelle personne ou une nouvelle situation, avec un regard neuf et un véritable libre arbitre, on présume de ce qui est en train de se passer en se basant sur d'anciennes données. On réagit au lieu d'agir, en somme. Tout à fait. Le piège de ce mécanisme interne, c'est qu'il remplace l'action libre par la réaction inconsciente. Face à un comportement inattendu de notre partenaire, ce n'est pas notre conscience immédiate qui répond, c'est un programme de défense installé peut-être 20 ans plus tôt qui prend le contrôle. On croit dur comme fer interagir avec le présent, alors qu'en réalité, notre machinerie neuronale est simplement en train de rejouer de vieilles cassettes de notre propre passé. C'est l'ultime chambre d'écho. Une chambre d'écho dont nous sommes l'unique habitant, les murs étant tapissés de nos propres mémoires. D'accord, mais alors, j'ai une question. Que se passe-t-il quand le système subit un crash monumental? Un crash? Tu penses à quoi? Si on vit dans cette chambre d'écho confortable, où l'on filtre la réalité pour qu'elle nous caresse dans le sens du poil, comment on explique la violence inouïe de certaines souffrances relationnelles? Pensons au pire scénario, le test de résistance ultime pour cette théorie, la trahison. Ah, la trahison. C'est un point crucial du test. Imagine un ami de très longue date, quelqu'un en qui on avait une confiance absolue, nous poignarde dans le dos. La douleur ressentie est physique, elle prend aux tripes, c'est une déchirure effroyable. Si l'autre n'est qu'un projecteur sur mon propre écran mental, pourquoi est-ce que son action a le pouvoir de me détruire à ce point? C'est justement dans l'analyse de la trahison que la logique de ce cadre conceptuel dévoile toute sa puissance. La perspective habituelle, c'est de se focaliser sur l'offense morale. Bah oui, l'ami a mal agi, c'est dégueulasse de sa part. L'ami a commis un acte répréhensible, c'est cet acte qui blesse, dit-on, mais en creusant au niveau de notre architecture mentale, on s'aperçoit que la véritable source de la douleur est ailleurs. Ce que l'ami a trahi, en réalité, ce n'est pas nous. Il a trahi quoi alors? Il a trahi la modélisation mentale que nous avions de lui. Il a fracassé nos attentes et plus spécifiquement notre attente sur la durée, sur la pérennité du sentiment agréable qu'il nous procurait. C'est dur à entendre ça. C'est une vérité brutale, oui. Mais lorsque l'on pleure une amitié perdue, ce que l'on pleure véritablement, ce n'est pas l'essence objective de cet ami. C'est la perte de la sensation réconfortante que sa présence éveillait à l'intérieur de notre propre corps. Et pourquoi ça fait si mal, physiologiquement parlant? Enfin, si c'est juste un changement de programme, une attente déçue, pourquoi ressent-on un tel déchirement intérieur? Parce que cela provoque ce que l'analyse qualifie de panique mentale. Le cerveau se retrouve soudainement face à un bug insoluble. Notre système nerveux, pour fonctionner de manière saine, il a besoin de cohérence. Et là, il n'y a plus de cohérence du tout. Exactement. Lors d'une trahison, l'être intime est contraint de gérer simultanément 2 paquets de données radicalement contradictoires. D'un côté, il y a la bibliothèque immense des souvenirs dorés, les moments de complicité, où cet ami agissait comme un déclencheur de joie et de sécurité émotionnelle. Et de l'autre côté, la réalité du coup de poignard. La nouvelle information entrante, tranchante et cruelle, de la trahison. Notre machinerie interne disjoncte parce qu'elle n'arrive pas à réconcilier ces 2 réalités.
Faut-il écraser tout le dossier des souvenirs heureux pour accepter le nouveau visage de cet ami? C'est ça l'idée? Ou faut-il ignorer la douleur présente pour sauvegarder le passé? Hmm. L'agonie que l'on ressent, cette déchirure, ce n'est donc pas une flèche décochée par l'ami depuis l'extérieur. C'est le bruit terrifiant de notre propre système cognitif qui se fracture en essayant de résoudre une dissonance cognitive insupportable. Le court-circuit est, une fois de plus, entièrement interne. Entièrement? Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si je pousse le raisonnement à son paroxysme, c'est profondément dérangeant. Où veux-tu en venir, hein? Si je n'aime jamais objectivement l'autre, mais uniquement les résonances douces qu'il déclenche dans mon propre système nerveux, si la perte de l'autre n'est douloureuse que parce qu'elle me prive de mes propres shoots d'endorphine ou de sécurité, Je vois le tableau que tu es en train de brosser. est-ce que cela ne réduit pas toutes nos relations amicales et amoureuses à une forme d'égoïsme absolu, voire de vampirisme émotionnel? On passerait notre vie à utiliser les autres comme de simples miroirs de courtoisie, des ustensiles pour maintenir notre équilibre neurochimique. C'est une vision incroyablement sombre de l'humanité, non? C'est effectivement le risque de cette lecture. Sombrer dans un cynisme total en se disant que tout n'est qu'utilisation de l'autre. Mais l'analyse de ce comportement humain ne porte pas de jugement moral. Elle ne parle pas de machiavélisme conscient. C'est un instinct, alors? Oui, c'est un mécanisme de survie. Et cela nous mène directement au cœur du paradoxe relationnel le plus fascinant qui soit. Notre rapport à l'altérité, c'est-à-dire l'existence des autres. Bakhtilou aborde cette contradiction, oui. L'être humain a un besoin viscéral de l'autre. D'un côté, oui, l'être humain est programmé pour fuir à tout prix le vide de sa propre solitude intérieure. Il a un besoin désespéré de s'accrocher à l'altérité, de trouver quelqu'un pour meubler le silence de sa propre conscience. Mais de l'autre côté, On en a peur, c'est ça, c'est là toute la tragédie. Cette même altérité suscite une peur primale. Pourquoi? Parce qu'un autre être humain est par définition incontrôlable. ah oui, il peut changer d'avis, partir. Exactement. En s'approchant de nous, il acquiert un immense pouvoir de perturbation. Il a le, je cite, pouvoir maléfique de nous renvoyer, violemment et sans aucun filtre, à la terreur de ce vide intérieur que l'on cherchait justement à fuir. C'est ce qui explique cette dynamique irrationnelle tellement courante dans les relations tumultueuses. Le fameux je ne te supportais plus, mais combien tu me manques ». C'est le meilleur exemple. On détestait le miroir, il nous exaspérait, mais maintenant qu'il est brisé, on est seul dans le noir et c'est 1000 fois pire. Je ne te supportais plus, mais combien tu me manques. C'est criant de vérité. On préfère le bruit de fond d'une relation qui dysfonctionne, avec ses frictions et ses conflits, plutôt que le silence assourdissant de notre propre esprit laissé à lui-même. C'est une véritable stratégie d'évitement à l'échelle d'une vie entière, oui. Mais du coup, si l'on relie cela à une perspective plus large, quel est le but de tout ça? Si l'on cherche la leçon philosophique et même ésotérique, derrière cette mécanique implacable, le message devient très clair. Cette danse douloureuse entre le besoin étouffant de l'autre et la peur viscérale de l'autre, ce n'est pas une simple anomalie évolutive. Ce n'est pas une malédiction pour nous faire souffrir gratuitement. Non, ça a une fonction précise. Cette friction constante est censée agir comme un étau qui va forcer l'individu, au bout d'un certain nombre de désillusions, à réaliser une vérité enseignée par les initiés depuis des millénaires. Et cette vérité, c'est quoi? Elle tient en une phrase vertigineuse « Tout est en nous ». Tout est en nous. L'univers physique, les constellations, les milliards d'êtres humains qui peuplent cette planète sont indubitablement à l'extérieur. C'est une réalité matérielle. Mais la perception totale de cet univers, ça, c'est autre chose. La capacité à être émerveillé par un ciel étoilé, la faculté de pleurer une absence. Ou de vibrer de joie lors d'une rencontre, oui. Tout ce spectre expérientiel réside exclusivement dans la citadelle de notre propre conscience. Notre seul et unique univers palpable, c'est ce que notre système nerveux réussit à modéliser en temps réel. Rien de ce dont nous avons conscience ne peut exister en dehors de notre conscience. C'est un changement de paradigme qui a de quoi donner le tournis, vraiment. C'est lourd à digérer, on est d'accord. Quand on laisse cette révélation infuser lentement en soi, on se rend compte qu'elle est d'une dualité troublante. D'un côté, c'est terrifiant, parce que ça pulvérise d'un seul coup toutes nos stratégies de victimisation. Ah, fini le confort des boucs émissaires. Exactement. Si le monde extérieur n'est qu'un ensemble de déclencheurs neutres, alors la météo capricieuse de notre âme n'est la faute de personne d'autre. Si je souffre continuellement dans mes relations, je ne peux plus me contenter de dire que le monde est méchant ou que je n'attire que des mauvaises personnes. C'est mon propre algorithme interne qui est défaillant. C'est une grosse claque pour l'ego. Mais de l'autre côté,
C'est d'une puissance libératrice colossale. Si la source de la souffrance est interne, ça signifie que l'accès au tableau de bord est à l'intérieur aussi. Nous détenons les clés de la forteresse. Et personne d'autre ne les a. Personne, absolument personne, n'a le pouvoir de venir corrompre notre équilibre antérieur ou de nous rendre durablement malheureux sans que notre propre système nerveux ne valide et n'amplifie l'information. C'est génial, non? C'est précisément là que réside l'enjeu pratique de ce texte. La véritable utilité d'une telle exploration pour la vie quotidienne de ceux qui nous écoutent. Parce que, bon, comprendre que nous avons toujours été seuls, ça pourrait passer pour une fatalité hyper dépressive. Mais ce n'est pas du tout une incitation à la dépression ou au détachement froid. Bien au contraire, c'est un appel urgent à la maturité émotionnelle, à l'autonomie psychologique. Il est vain d'espérer qu'un changement de décor extérieur suffise à apaiser une tempête intérieure. Genre changer de boulot, déménager? Voilà. Et si les filtres de notre perception sont engorgés par de l'amertume ou de la peur, on pourra changer de partenaire, déménager à l'autre bout du monde ou s'entourer de 1000 nouvelles connaissances. La réalité que l'on modélisera sera invariablement teintée de cette même amertume. Prendre la responsabilité de ces filtres, c'est décider de nettoyer son propre réseau de perception, en somme. C'est faire le travail exigeant de purifier son propre vin mental, pour reprendre notre métaphore de tout à l'heure, plutôt que de passer sa vie entière à blâmer la terre, la météo et les vignerons alentours. On passe donc d'une posture de victime passive, trimballée au gré des actions des autres, à une posture d'architecte conscient de son propre sanctuaire interne. C'est un défi qui demande une honnêteté brutale envers soi-même. Mais la liberté qui se trouve au bout du chemin est tout simplement monumentale. Une liberté totale, oui. Bon, pour clore cette plongée abyssale dans la mécanique de nos perceptions, j'ai une dernière réflexion qui me vient à l'esprit. Un dernier prolongement logique qui s'impose et qui laisse presque sans voix. Je t'écoute. Si on accepte cette réalité biologique et psychologique, si on admet que chaque éclat de rire partagé, que chaque visage que l'on contemple avec tendresse, et que chaque larme versée n'existe que dans la chambre noire éclose de notre propre boîte crânienne. Où veux-tu en venir avec ça? Eh bien, une question fascinante, presque mystique, finit par surgir. Que se passe-t-il exactement à la toute dernière seconde de notre vie? À la mort du système nerveux, tu veux dire? Exactement. Au moment inéluctable où le système nerveux se tait, quand la machinerie s'arrête net et que ces fameux filtres, ces projecteurs internes qui ont généré notre réalité toute notre vie, s'éteignent brutalement. C'est le grand mystère. Est-ce que c'est l'instant terrifiant où l'univers entier s'effondre et disparaît avec nous dans le vide? Ou bien, par un renversement paradoxal et peut-être merveilleux, cet arrêt du simulateur est-il le seul, l'unique instant de toute notre existence où nous échappons enfin à notre prison intérieure et où nous ne sommes enfin plus seuls?